salon d'Alençon qui fait, comme d'habitude, un merveilleux travail. C'est toujours une grande émotion et un grand plaisir. Je le dis et je le redis, c'est sans doute le meilleur salon du monde et des environs immédiats. Vraiment formidable. En plus, pour moi, j'ai un double plaisir puisque je ne suis pas là pour faire du commerce, je le glisse au passage. Je suis aussi auteur, romancier, donc je suis dans la salle si vous voulez me rencontrer, c'est toujours possible. Mais ce n'est pas le propos de la matinée, ou en tout cas de ces 40 minutes que nous allons passer ensemble, puisqu'il s'agit de rencontrer Michel Gazier pour son roman Silencieuse, sans article, Silencieuse. Ça cache sans doute quelque chose. L'objectif de ce rendez-vous, bien sûr, c'est que nous tous en sachions plus sur l'ouvrage. Et bien évidemment, ce ne peut être dit que par l'auteur. Et pour que tout soit parfait, elle satisfera votre curiosité le mieux possible, le plus possible, si vous lui posez toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Donc il s'agit, entre le livre Michel et vous, de faire le maximum de communication, de telle sorte que vous en chassiez le plus possible et que vous repartiez avec une envie folle de partir avec ce livre. Donc, moi je l'ai lu parce que Monique m'a demandé de le lire, comme elle le fait. Elle m'offre le livre en disant tu lis celui-là, comme ça j'ai pas besoin de choisir. Monique, cela dit, c'est formidable parce qu'il y a une variété de lectures extraordinaire. Alors Michel Gazier, pour moi d'abord c'était une surprise, et une heureuse surprise. Parce que figurez-vous que je vous connaissais, mais que vous ne me connaissiez pas, puisque je vous ai lu pendant longtemps. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, si c'était Télérama, 24 ans. Eh bien, je vous ai lu pendant 24 ans, puisque je suis abonné à Télérama depuis fort longtemps, et que la première chronique que je lis dans Télérama, et c'est toujours le cas, c'est la chronique des livres. Et vous avez des successeurs émérites. Et c'était un plaisir. Donc quand j'ai vu ça, immédiatement, j'ai pensé à vous et à votre activité. Je me suis même posé une question que je vous poserai à la fin, c'est de la schizophrénie nécessaire quand on écrit des livres et quand on chronique d'autres. Je pense qu'il faut une schizophrénie parce qu'il faut bien se partager. Allez, on va rentrer dans la silencieuse. Silencieuse. Oui, il y a du silence. Et je me suis dit, comment commencer à parler de ce livre? Bon, je n'ai pas envie de faire un récit, d'abord c'est pas moi qui le ferai, mais je me suis dit, après tout, voilà, dans ce livre, il y a comme une apparition successive de personnages, intrigants et silencieux, baignant dans un milieu hostile. Ce milieu hostile, c'est un petit village, Saint-Julien-des-Sceaux, sans doute dans le sud de la France. Et je dis milieu hostile, j'y reviendrai, mais j'ai envie de prononcer le nom des personnages, et puis peut-être que vous me disiez qui ils sont, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe. Oui, on rencontre, alors on va commencer par rencontrer peut-être, je crois que c'est Louis le Blondin. Je parlerai des personnages énigmatiques et silencieux pour commencer. Donc on rencontre un personnage, Louis le Blondin. Qui est Louis le Blondin? On ne sait pas. C'est le principe même de son apparition dans le lieu. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est un étranger. Il ne ressemble pas aux gens du village, ce n'est pas quelqu'un de très jeune. C'est quelqu'un qui a sur son visage, dans sa silhouette assez décharnée, tous les signes de quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, pas bien dans sa vie. Et il débarque comme ça dans ce village, on ne sait pas comment. Il a loué une maison qui est plutôt une ruine dans le village, qui est à l'orée du village. Et cette ruine, la seule chose positive pour les gens du village qui le regardent comme l'étranger qu'il est et avec pas mal de mépris, la seule chose positive, c'est que ce type-là qui pas de chez eux, il sait faire le jardin et, ma foi, il répare pas mal la bicoque. Mais qu'il sache faire le jardin, c'est un bon point. C'est pas pour autant qu'ils vont l'accueillir à bras ouverts. Mais voilà, on va le tolérer sûrement parce qu'il sait faire le jardin. Voilà pour le Blondin. Alors le Blondin a une histoire dont évidemment je ne vous parlerai pas, puisqu'il faudra l'apprendre et ce sera une énorme surprise à la fin du roman. Oui, parce qu'il y a une intrigue, c'est comme un fleuve qui va se former avec divers affluents et au confluent, il y a une forme de rencontre et des révélations finales dont je ne parlerai pas. Deuxième personnage,
Deuxième silencieux, c'est un artiste, il s'appelle Hans Glau, Glav, je sais pas comment dire. Glav, oui, sans doute. Il est peintre-sculpteur à Bosch, comme ils disent dans le village. C'est vous dire l'ouverture d'esprit, j'y reviendrai. Qui c'est ce Hans? Alors lui, c'est quelqu'un qui est mondialement connu, qui est allemand, qui est né en 1938. C'est important la date de naissance parce qu'il appartient à la génération innocente, hein, il n'a pas participé, mais étant né en 1938 dans le nord de l'Allemagne, il a assisté, c'est-à-dire que ses souvenirs d'enfance sont les V1 et les V2 qui passaient au-dessus de sa maison. C'est la peur, c'est tout ce genre de choses. Et l'incompréhension, parce que quand on est un enfant, la guerre, c'est pas forcément, enfin, on n'en a pas les clés. Donc il lui reste de ses souvenirs et de cette enfance un sentiment extrêmement violent de haine, véritablement, à l'égard de ce pays qui n'a pas, pense-t-il, réglé ses problèmes véritablement, parce que bien sûr, on dit toujours que les coupables ont été punis, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que il y a tout un ensemble de la population qui est suivi, qui n'est pas directement à l'origine, mais qui n'a pas résisté. Hein. Donc il a à l'égard de son pays ce sentiment comme ça de colère. Et cette colère et ce silence autour de ce qui s'est passé, ce silence dans lequel il a vécu, puisque après la guerre, on ne lui a rien raconté véritablement, ce silence, il l'a transformé, parce qu'il a la chance d'être artiste, et qu'un artiste, c'est celui qui peut transformer ses douleurs, ses cris en quelque chose de tangible, une œuvre d'art. Et donc, il est devenu mondialement connu, et il s'est réfugié dans ce coin de France parce qu'il peut y créer avec une plus grande liberté, hein, regarder son pays de loin. Et il y a quelque chose qui me semblait important, c'est cet homme qui parle français pas très très bon, hein. Il est allemand, il n'a pas vraiment appris le français, il l'a appris sur le tas. Et quand on l'interviewe pour Arte, il répond en français, alors que normalement on va être obligé de traduire pour Arte Allemagne, on va être obligé de le traduire en allemand. Et on lui propose de répondre en allemand, c'est quand même plus simple de le traduire en français. Et non, parce qu'il exprime sa colère dans quelque chose qui n'est pas la langue. Il peut être un artiste allemand, mais il ne parle pas la langue. Parce que la langue, c'est d'une certaine manière la chose qu'il fuit, puisque c'est à travers la langue aussi que cette violence n'est pas exprimée. C'est quelque chose qu'il a hérité, qui est en lui, il a hérité de ceux qui ont fait du mal. Quand il a du mal à utiliser sa propre langue, serait quelque part pour lui probablement se rendre complice. Exactement. De ceux qui parlaient la même. Vous le dites beaucoup mieux que moi. Bon. J'ai bien fait de venir. On continue dans la solitude. Et il y a un troisième personnage, un homme. Nos solitaires sont des hommes, 3 hommes. Et les personnages féminins éclairent un peu, de mon point de vue, tout ce qui peut être sombre, anime, même s'ils ne sont pas tellement parlantes non plus. Je viens au troisième personnage. Le troisième personnage, c'est un gars du village qui est parti, qui fait des études, qui a réussi socialement, il est sociologue. Et puis il revient dans le village à l'heure de la retraite, il revient seul, il s'installe, et il va être une espèce d'observateur depuis sa fenêtre. Il va voir des choses, des choses, des gens qui parlent, des gens qui se rencontrent, des gens qui se saluent. Et puis cet homme, il va faire aussi, il va travailler sur l'œuvre de Hans Glau. Donc il va y avoir une liaison. Cet homme s'appelle Claude Ribaud. Il est solitaire, mais je dirais qu'il est celui qui va qui peut aider par son métier ou la nature de ses activités à faire accoucher les autres de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font au travers du peintre et du sculpteur. C'est un solitaire, il est sans doute moins silencieux et c'est pas un homme brisé comme les deux précédents. C'est un lien, c'est une espèce de pivot, lui, qui donne un petit peu quelque chose de la vie, quoi. Alors lui, il est natif de ce village, sa famille en est partie, et lui elle est partie très jeune parce qu'on l'a mis en pension chez les jésuites, donc il est allé faire ses études, et après il a fait des études brillantes, c'est un élève du sociologue Bourdieu, et donc pour moi c'était important, puisque
Bourdieu a vraiment travaillé sur la peinture et sur un peintre allemand en particulier que je cite dans le livre. Et donc, cet homme a connu Hans Glav ailleurs, et en fait, ils sont tous les deux dans le village. Lui est retourné dans ce village parce que Glav cherchait un lieu, et lui connaissait un lieu dans ce village. Donc, Glav s'est installé, et il lui a proposé, et alors qu'il refuse les entretiens, il lui a proposé de venir près de lui pour parler avec lui et pour écrire ce livre. Et donc, Ribot est là et revient en étranger complètement, puisque il est parti il y a très très longtemps. Il revient dans la maison familiale qui a été fermée. Il n'a aucun lien avec les gens du village. Les gens du village ne l'aiment pas. Ils le regardent, ils trouvent qu'il ressemble à sa mère, et sa mère était plus ou moins une chipie. Enfin bon, voilà. Donc c'est un regard qui n'est absolument pas sympathique et amer sur lui. Et lui, il appartient aussi à ce monde parce que il a de ce village un seul souvenir très doux et très bon, c'est son grand-père qui était un paysan du village, et quand il était petit garçon, il allait se promener avec son grand-père. Donc il y a ce lien affectif qui est là, et puis le fait que quand on appartient à un petit village, ou même à une petite ville, j'imagine, et qu'on y est enraciné depuis longtemps, tout le monde sait tout de votre itinéraire, de votre famille, de l'histoire de la famille, etc. Donc, lui, les gens savent plein de choses sur lui, et réciproquement, mais le lien a été rompu, donc il y a simplement un regard. Et moi, il m'importait que ce soit ce regard-là qui nous donne véritablement à voir ce qui va se passer. Oui, c'est l'observateur, ce sont les yeux, les oreilles voilà. Qui nous permettent effectivement. Et d'ailleurs, ce n'est pas évidemment pas un hasard si notre sociologue, alors qu'au début la narration est faite au il, c'est vous le narrateur, si je peux dire, à partir de la page 133, c'est lui, Claude Ribot, qui raconte. Donc on a un passage dans le livre. Il prend le taf, quoi, il prend le boulot. C'est lui qui prend la parole. Et ça c'est très important, c'est un moment de bascule très important dans l'impact sur le lecteur et dans la narration même. Avant de passer au personnage féminin, je continue mon tableau, si vous le permettez, je crois que c'est une façon de faire. Et je n'ai pas parlé du fond du tableau, parce que je voulais d'abord parler de ces trois hommes, avec des solitudes singulières, mais le fond du tableau, de ce que je pense, en tout cas de ce que j'ai senti, est très très important. Le fond du tableau, c'est un village. C'est un village de 600 habitants, et je crois qu'il faut bien, vous me direz si je me trompe, comprendre que c'est un milieu hostile. En fait, Michel, quand elle écrit le village, je garantis qu'elle ne prend pas de pincettes. Hein. Ils sont écrits, picolent, ils sont nuls. Ils sont nuls, ils sont chiants, ils sont irrespectueux, méprisants. Enfin, on sait pour qui ils votent. Je les déteste. Ils sont ivrognes, pourris, hospitaliers, xénophobes. Aurait-il quelques qualités? Non. Non, le village, enfin, si je peux me permettre, dans la construction, ce que je voulais dans ce livre-là, c'était en fait le construire un peu comme un opéra. Oui. Dans un opéra, vous avez les grands airs, ce sont tous les personnages qui arrivent, qu'on va décrire. Et ensuite, il va y avoir l'échange, ça va apprendre. Et dans cet opéra, le village, c'est le chœur. Et c'est un chœur qui est, ils boivent pas mal. Je suis d'accord. Les hommes boivent beaucoup, et puis les vieilles dames, parce qu'on voit finalement que les personnes qui ne font plus grand chose, qui habitent le village, les autres sont partis, donc, ou alors des très jeunes. Et donc c'est vrai que dans cet entre-deux de vie, il y a les personnes qui ne vont pas conduire à la ville voisine, qui vont à la supérette, qui est importante parce que c'est le lieu de sociabilité des femmes, et qui vont raconter les potins, parce que bien sûr il y a la télé, mais quand même l'histoire du voisin c'est plus proche, quoi. Voilà. Et puis il y a les bistrots, et hélas c'est aussi une forme de constatation que j'ai pu faire dans des lieux
où je n'imaginais pas qu'on pouvait boire autant de pastis, on le buvait au mètre. Et c'est vrai. Alors, parce qu'on disait un mètre de jaune, et moi je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et un mètre de jaune, c'est que vous mettez un mètre de verre, et puis vous versez comme ça, et ça fait un mètre. Et en fait, à dire vrai, c'est un journaliste c'est un journaliste qui travaillait dans un journal local qui m'a raconté ça et qui m'a dit qu'il avait été obligé de quitter sa locale parce que pour faire parler les gens, il a vraiment failli avoir d'extrêmement graves problèmes de santé. Et donc, voilà. Et ça m'avait complètement troublé cette histoire, parce que honnêtement, je ne l'ai jamais véritablement vue, mais je sais les lieux, quoi. Voilà. Et c'est quelque chose de terrible et d'étonnant. Enfin, et puis, il y a des compétitions de maîtres. Oui, non, mais pour ce qui me concerne, je ne connais pas ça, Julien Ressources. mais je suis... Pardon? Le maître est connu par la personne. Oui, bien sûr. Ah oui, je en l'occurrence. Ils sont tous jaunes. Alors, c'est après. On met de l'eau, on met de l'eau. Est-ce que vous avez hors des considérations sur la distance, le métrage de la boisson? Votre question? Ça va? On continue? Je continue. Michel parlait d'un opéra, ça va tout à fait comme image. Moi j'ai vu aussi la constitution d'une toile. Oui, aussi. Je me dis, bon, l'art, ça cousine, les arts cousinent, je veux dire. Et donc, dans ma toile à moi, il y avait le village plutôt sombre, même s'il y a du jour. Les personnages solitaires, qui sont plutôt gris, ressortent un peu malgré tout pour moi dans ma tête, tel que je les vois. Et puis, il y a deux taches de lumière pour moi qui arrivent. Enfin, deux essentiellement. L'une, c'est Annie. Annie, c'est la petite caissière du supermarché, de la supérette, du supermarché. Et c'est une femme simple. Un petit peu abîmée par la vie parce qu'elle a une histoire amoureuse qui ne s'est pas trop bien terminée, mais enfin c'est pour la grosse catastrophe non plus. Mais elle va... oui, non, ça arrive. elle va rencontrer Blondin. Ils vont devenir amants. Peut-être plus, en tout cas, ils ont certainement besoin l'un de l'autre. Et donc, hop, vous tissez un fil, hop, il se passe quelque chose. Il y a une connexion qui s'opère entre le cœur du village, par Annie, et Blondin. Ah, c'est intéressant, il est plus seul. Enfin, et cette simple femme sert de relais entre le village et ce silencieux. Voilà la première femme. La deuxième femme est une fillette. Petite fille. Petite fille, qui est la nièce d'ailleurs de la Exactement. et qui apparaît avec sa maman, magnifique italienne, comme lui, allemande. Et cette petite fille, elle apparaît et elle illumine le roman. Enfin, voilà comment je l'ai perçu. Elle illumine le roman, c'est-à-dire que vous avez ma vieille toile toute sombre, là, avec les taches grises, il y a Ali qui éclaire un peu, puis il y a Valentina qui arrive et pourtant elle est silencieuse aussi. Donc ce qui veut dire que... Elle ne parle pas. Elle ne parle pas, oui. Elle a des raisons pour ça, mais son silence n'est pas un silence pesant. Son silence est un silence qui émet, qui provoque quelque chose. Oui, c'est une petite fille qui ne parle pas parce qu'elle n'a pas envie de communiquer, et elle choisit les gens avec qui elle va tisser un lien. Et elle choisit les gens chez qui elle sent une fragilité. Et elle va choisir par priorité, elle va choisir le Blondin. Et elle va être effectivement ce lien très fort entre cet homme qui est assez seul et très seul, et dont on ne sait pas d'où il vient, et dont l'histoire, on voit dans sa silhouette, dans son visage, dans tout ce qu'il est, combien il y a une histoire lourde derrière sa vie. Et c'est pourtant lui qu'elle va choisir, c'est avec lui qu'elle va tisser un lien.
Et puis, avec sa tante Annie, qui a une histoire malheureuse, comme vous le disiez, et qui est jeune, elle a 30 ans, elle est revenue au village, elle n'a pas l'espoir de rencontrer grand monde dans ce village, mais l'envie d'un enfant est là chez elle, elle a envie d'être... elle a l'âge d'être mère et elle ne l'est pas. Donc cette petite fille, sa nièce qui arrive, dont elle a très peur au départ, va être sa lumière à elle aussi. Et elle va être le lien entre elle et le blondin, et puis l'observateur, narrateur Ribaud, et le troisième qu'elle va choisir, parce que lui aussi, il ne lui parle pas, il n'essaye pas de lui raconter quoi que ce soit, il est une présence. Et elle les choisit comme ça, et quand elle les choisit, d'une certaine manière, elle les éveille à quelque chose. Elle leur révèle quelque chose d'eux-mêmes. Elle a une espèce de petite fée, oui, avec une baguette magique, et lorsqu'elle passe devant un personnage qu'elle choisit, hop, et c'est comme si le personnage s'illuminait, oui. En tout cas prenait quelques lumières, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au départ. Donc effectivement, dans ce roman, vous avez une lumière, je vois, qui se déplace, oui, et qui allume de temps en temps, comme un cierge, de temps en temps qu'on choisirait d'allumer, et hop, puis un petit peu, et hop, et hop. Tout n'est pas si triste, parce que c'est un roman qui se lit très, très facilement, très intéressant, mais effectivement, c'est un roman qui pèse, au sens où le sujet est un sujet pesant, pesant comme le remords, pesant comme le regret, pesant comme le silence. Pesant comme le silence, mais les deux romans, l'artiste et les deux personnages, l'artiste et le blondin, on sent bien qu'ils veulent faire sortir quelque chose d'eux-mêmes, oui, aussi. Il y en a un qui a les moyens de faire, oui, sortir par l'art, l'autre n'a pas les moyens, et la petite fille qui ne parle pas et qui n'a pas la parole pour faire sortir des choses, elle arrive à faire des choses dans son silence et dans sa manière de faire. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment soit les silences de l'histoire, soit les cruautés de l'histoire, soit les cruautés de la vie, soit tous les problèmes familiaux, tout ce dont on hérite, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle sociale, comment toutes ces choses difficiles, dures à vivre et à digérer, je dirais, vulgairement parlant, il y a un moyen de les faire fleurir ou un moyen au contraire de se laisser terrasser par elle. Et j'aime bien citer toujours un poème d'un chanteur, poète qui s'appelait Atahualpa Yupanqui, qui était argentin. Et Atahualpa Yupanqui avait écrit un poème que j'aime beaucoup qui s'appelle El Aroma, l'arôme, qui ne correspond pas à la fleur, l'arôme que nous connaissons nous, qui est une fleur qui pousse dans les cailloux et dans la montagne, dans les fissures de la montagne. Et la chanson, le poème dit que l'arôme est à ses pieds qui sont broyés par la pierre. Il fait une chaleur accablante et plus il souffle et plus il fleurit. Et que faire fleurir, il fait fleurir ses peines. Et c'était ça aussi qui m'intéressait, c'est de voir comment on peut transformer ces silences, ces douleurs, cette histoire en quelque chose de positif ou pas, et comment on peut négocier son remords, son regret, son appartenance à l'histoire, ses malheurs et les malheurs qu'on a fait subir aux autres. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser? Non? Tout va bien? On continue? Allez-y, n'hésitez pas. Bien. On parle des petites fleurs qui poussent, etc. Je reviens sur une phrase que j'avais notée, que je ne suis pas le seul à avoir notée d'ailleurs, et que l'Inferno l'avait notée également. Vous écrivez, mais rien ne fera que nous ne mourrions pas comme nous sommes nés, seuls, petites îles, perdues dans la tempête de l'histoire et des histoires. Même pas très optimiste, ça. Oui, mais... Donc la petite fleur, il faut que... Oui, mais les petites îles, alors là, les petites îles, d'abord les petites îles, elles existent. Il y a effectivement une solitude native et une solitude de la mort, voilà. Mais les petites îles, ça peut devenir un archipel, ça peut aussi devenir un continent. Donc voilà, je veux dire qu'on y met ce qu'on veut dans cette... On a une donnée de base,
on est seul, on meurt seul, voilà. Entre les deux, c'est comme le voyage d'Ulysse. On s'invente un voyage. Et ce voyage, ça peut être un voyage à travers des îles absolument magnifiques. Hein, on peut y rencontrer des choses merveilleuses. Ou si on n'est pas capable de savoir goûter, de savoir créer, de savoir rencontrer, de savoir échanger. Parce que pour recevoir, il faut donner. Si on ne donne pas de soi, c'est pas la peine. Enfin, de toute façon, il y a un moment où effectivement on va se retrouver seul de seul et une île perdue. Maintenant, je crois que chacun a la possibilité de faire ce voyage pas comme il le veut complètement, mais on peut construire quelque chose. Oui, oui, je partage, bien sûr, mais dans votre roman, il me semble que vous démontrez aussi que ces personnes qui sont entre la vie seule, entre leur naissance seule et leur mort seule, pour aller vite, certaines ne peuvent être sauvées. Certaines ne peuvent être sauvées que s'ils font la bonne rencontre. Et dans votre roman, le sauveur, c'est la petite fille. Bien sûr. Il faut qu'ils aient la chance, même si c'est tout à fait infime, de rencontrer le petit personnage, la lumière, je sais pas, un parfum, quelque chose qui va leur rappeler ou leur faire comprendre qu'il y a quelque chose, qu'il y a la vie, qu'il y a des silences, qu'il y a des paroles, qu'il y a des échanges. Et peut-être que ces personnages seuls n'auraient pas réussi à surmonter s'ils n'avaient pas fait ces rencontres-là. Bien que l'artiste... L'artiste, c'est ce que j'allais dire. S'exprime. En fait, on parle d'art-thérapie. L'art, c'est une thérapie, quoi. C'est tellement plus, oui. mais c'est aussi... C'est aussi. Voilà, c'est ça, exactement. De toute façon, il s'avère que j'ai travaillé avec un certain nombre d'artistes. J'ai écrit des livres avec notamment un artiste catalan qui s'appelle Grau Garriga, dont les tapisseries sont... qui a vécu et qui est mort près d'Angers, et dont les tapisseries sont dans toutes enfin pas les galeries, dans les musées du monde entier. Et j'ai fait un livre avec lui sur le dessin, parce que le dessin, c'était son journal intime. Il a dessiné depuis l'âge de 5 ans et jusqu'à sa mort, à 80 et quelques années. Et donc, je l'ai interrogé sur ce dessin, parce qu'il a été militant antifranquiste, parce qu'il s'est battu, etc. Enfin, et il disait que même s'il ne racontait pas à travers ses dessins, même s'il n'y avait pas une voix de protestation directe, ses dessins étaient sa manière de protester. Et que quand il faisait quelque chose qui pouvait apparaître finalement comme beau, esthétiquement beau, et pas forcément violent au premier regard, il y avait derrière la force de création de ces dessins quelque chose qui était de l'ordre de la protestation, de l'ordre du cri. Et c'est important de pouvoir crier à travers quelque chose qu'on fait. Et je crois que ce qui manque à beaucoup de gens, c'est la possibilité de pouvoir crier. Parce que quand on crie, on sort hors de soi, alors que quand on garde en soi, ça peut amener à faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Pas de questions en particulier, non? Tout va bien? La question que je vous pose maintenant, c'est toujours une question de curiosité. Lorsqu'on interviewe un auteur, romancier, écrivain, c'est l'inspiration, où va-t-on chercher l'idée du roman, ou de quelles sources diverses procède-t-il? Donc ces personnages, j'ai cru comprendre que ceux qui mesuraient les Ricard au maître, vous les avez rencontrés et on vous les a expliqués, mais ces autres personnages, vous les avez trouvés au fil du temps, comme ci, comme ça, et ça s'est agrégé à un moment donné, pour faire En fait, l'histoire que je voulais raconter au départ, ce qui a provoqué ce roman, c'est une histoire qui doit avoir presque 20 ans, parce que moi je garde en tête les choses, et ce qui est le plus difficile dans l'écriture, c'est de trouver comment le raconter. Hein, parce que bon, les histoires, on les a, mais comment les raconter pour faire passer ce qu'on a éprouvé quand on
on les a connus. Donc c'est l'histoire du blondin, voilà, que je ne raconterai pas parce que c'est le dénouement du livre. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, mais c'est cette histoire particulière, vous verrez si vous lisez le livre, qui est à l'origine. Et donc sur d'une certaine manière, la violence du silence. Et donc à partir de là, il m'a semblé, parce que comme je le disais, j'ai travaillé quand même avec un certain nombre d'artistes, et que la peinture et les arts plastiques, c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup. Je me suis dit que, notamment, Grau Garriga, comme espagnol, antifranquiste, son engagement, j'ai aussi travaillé avec une femme qui s'appelle, une peintre allemande, qui s'appelle Roth, et qui est la veuve de Yves Klein. Donc j'ai fait un livre avec elle et elle, je lui ai piqué, entre guillemets, sa date de naissance et les V1 et les V2 qui passaient au-dessus de sa tête, parce que c'est ce qu'elle m'avait raconté. Elle est née en 1938, en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne. Et puis il s'avère que dans ma maison à la campagne, j'ai pour presque voisin un artiste allemand qui est Ansel Kiefer, qui a c'est pas un atelier parce que c'est un lieu immense, et qu'il lui est arrivé la chose que je raconte, c'est-à-dire des gens sont venus prélever sur ces statues, ce sont des totems, les métaux pour les vendre. Lui, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais je connais assez bien son œuvre. Et donc, voilà, tout ça a fait que j'ai créé un personnage qui est une synthèse de ces trois œuvres et de ces trois personnes. Voilà. Et puis la petite fille silencieuse, c'est ma petite fille. Voilà. Ah, très bien. Allez, on apprend. Non, mais dans l'imaginaire du romancier, sans vouloir comparer, mais je reconnais dans ce que vous expliquez de votre démarche, par exemple, le mûrissement d'un roman. J'ai écrit un roman que j'ai commencé il y a 30 ans. Oui, mais c'est ça, c'est toujours comme ça. En fait, à un moment donné, on le range dans le placard, puis on dit débrouille-toi tout seul. Et quelque part, il chemine en vous, et quelque chose arrive, et il se nourrit. Enfin, c'est la naissance du roman, c'est de mille et une choses, de mille et une émotions, de mille et une rencontres, de mille et un sentiments. Et puis après, c'est un énorme travail. Donc, je salue, le connaissant aussi, le travail du romancier, la difficulté, et puis la façon dont ce qui pourrait être artificiel, que cette connexion de choses différentes et distantes devient homogène pour former un tout et qui se tient complètement. C'est comme la cuisine. Ben voilà. Exactement comme la cuisine. Et je dois dire que de la même manière que je suis incapable de suivre une recette de cuisine, parce que c'est comme ça vient, et puis les choses, je les sens. Mais les ingrédients, j'ai envie de les utiliser depuis longtemps, où je me dis, tiens, avec telle chose, je ferais bien quelque chose. Mais quoi? Ben, c'est pareil, finalement. Alors, je n'écris jamais rien, c'est-à-dire que je mûris pendant des années et des années et des années, je ne prends aucune note pour ne pas le figer. Parce que si je le fige, voilà, c'est le terme de figer en cuisine, ça marche aussi. Pour la sauce. Voilà, pour la sauce. Donc, il ne faut pas le figer. Et du coup, je dis que c'est une rumination. Voilà, ça peut être une très très longue rumination. Il y a un seul de mes romans que j'ai écrit dans l'immédiateté, c'est un roman, La mort de mon père. C'était quelque chose évidemment très douloureux, et c'est quelqu'un qui a eu une vie assez extraordinaire dont il n'a jamais parlé. Et un de mes amis romanciers, Jean Rouault, m'a dit, il faut que tu écrives. Jean Rouault, c'est votre ami? Oui. Eh ben, c'est un type formidable. Et c'est marrant, je lui rends hommage dans ce livre-là. Bien sûr, je dis que c'est lui, mais c'est vrai que c'est lui. Combien il écrit formidablement sur son père, sur ses parents, ses 5 premiers ouvrages. Mais c'est mon chouchou. Je lui dirai. Je ne sais pas si ça va l'impressionner qu'Henri Girard soit son chouchou. Qui sait? Vous savez, les écrivains, on aime bien quand on nous dit qu'on nous aime. Dites lui-même que dans mon roman à sortir, l'exergue, c'est un extrait où il parle, où il dit combien il aime ses parents, mes vieux chéris. J'ai pleuré en lisant son bouquin.
oui. Et là, En plus, c'est le même jour où vous êtes absolument extraordinaire. Merci Monique. C'est formidable. Non mais c'est vrai, il m'a dit exactement, parce que bon, il s'avère qu'il était là au moment où voilà, c'était la fin, et il m'a dit, tu sais, c'est une chance, tu vas enfin pouvoir écrire sur lui. Je lui dis, mais jamais je ne pourrai. Il m'a dit si, parce que si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Et fais-le vite, parce que sinon tu vas oublier. Et je l'ai fait, voilà, c'est la première fois que j'ai écrit dans l'immédiateté. Et je suis contente de l'avoir fait. Voilà. Vous aurez l'occasion d'en parler. Donc, je résume. Ça va? Là, il faut qu'on laisse la place, parce que j'ai vu passer M. Gallon, et ça veut dire quelque chose. Donc, merci Michel Gazier. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle.